On va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Nous allons commencer le webinaire sur les nouvelles obligations en matière d'économie d'énergie. Quelles sont les solutions qui se proposent aux GEOGEC pour y parvenir? Donc, nous sommes trois intervenants. Donc, Christelle Bonnet, qui est chef de projet de patrimoine immobilier au CEREMA et pilote du déploiement de l'opération CubeS, qui est un concours, on vous montrera à la fin de cette présentation, destiné aux établissements scolaires sur les économies d'énergie. Avec moi également, Pascal Jean, donc directeur des opérations territoriales tertiaires à l'IFPEB, également chef de projet de ce même concours CubeS. Et donc moi-même, Sophie Pouvreau, juriste du pôle économie-gestion à la FNOGEC. Donc cette présentation va se faire en 3 temps. Dans un premier temps, pourquoi réduire nos consommations d'énergie? D'où viennent ces nouvelles obligations? Et enfin, quelles actions se présentent aux OGEC pour y parvenir? Donc alors, pourquoi réduire nos consommations d'énergie? Tout d'abord, c'est un impératif de bonne gestion. Pour les OGEC, les dépenses d'énergie des établissements catholiques, ça représente 4% des charges courantes. C'est le 8e poste de charge. En moyenne, sur l'ensemble des niveaux d'enseignement, on s'élève à 87 € par élève, tout établissement confondu, avec des grands différentiels entre les écoles simples à 64 € par élève pour aller jusqu'à l'enseignement agricole où on arrive à 258 € par élève. Pour un groupe scolaire, école, collège, lycée, on se situe à 106 € par élève. Donc, c'est quand même une dépense qui représente au total pour l'enseignement catholique 180 millions d'euros, ce qui est loin d'être neutre. À noter toutefois que c'est une dépense pour l'instant qui reste stable sur les 3 dernières années. Donc, c'est des chiffres qui viennent de l'Observatoire Indice. Toutefois, réduire en fait ce poste est un impératif de bonne gestion. On constate que les prix d'énergie ont connu de hautes hausses ces dernières années et que ça va aller en augmentant. Donc, sur ce qui est gaz et électricité, on constate 45% de hausse entre 2008 et 2018, donc ce qui est important. Et les différents acteurs du secteur, comme la Cour des comptes ou la Commission de régulation des énergies, vont un peu dans cette même orientation de l'évolution du prix de façon exponentielle dans les années à venir. Donc, la maîtrise des consommations d'énergie est donc nécessaire pour sécuriser et stabiliser vos budgets de fonctionnement et pour s'inscrire dans un cercle vertueux autant au niveau financier qu'au niveau énergétique. Donc, c'est vrai que se diriger vers des bâtiments de basse consommation peut être une solution, mais il ne faut pas tout miser là-dessus sur la rénovation des bâtiments. Il faut aussi savoir maîtriser en fait sa facture d'énergie et donc permettre de faire des économies substantielles sur d'autres modes. Et donc, c'est ce qu'on verra à travers le concours CubeS qu'on vous présentera enfin, comment réaliser des économies d'énergie sans forcément faire de gros investissements dès le départ. Donc, deuxième point, pourquoi effectivement diminuer ses consommations d'énergie? Pour sauvegarder ce qu'on a appelé chez nous la maison commune. Pour mémoire, on est le 5e anniversaire de la publication de l'encyclique du pape François. La grande nouveauté de cette encyclique, c'était bien sûr la thématique écologique, qui jusque-là n'avait pas été traitée de façon aussi globale par l'enseignement social de l'Église. Donc maintenant, c'est un enjeu pas uniquement environnemental, c'est aussi un enjeu social où on s'interroge en fait sur notre rapport à la nature et à ses ressources. Donc tout le monde doit pouvoir bénéficier de ce bien commun qu'est la Terre et donc le pape nous invite à penser d'une manière radicalement nouvelle notre manière de vivre, autant individuelle que collective, et d'où l'enjeu éducatif en fait de cette mission. Donc les établissements catholiques doivent participer à cet enjeu. Donc, on voit, il y a de nombreux diocèses qui sont rentrés dans cette démarche d'écologie intégrale. Vous avez vu à travers les publications, que ce soit Enseignement catholique actualité ou à travers la publication des appels, que cette problématique écologique est au cœur de nos préoccupations. Le congrès des appels sur l'enjeu écologique, défis éducatifs en témoigne et vous savez, les journées immobilières de la FNOGEC seront aussi sur cette même thématique, d'où cette impulsion nécessaire à entrer effectivement dans cette phase de transition écologique. Donc, la transition écologique, elle est destinée à servir le développement durable et donc, ça doit conduire à un changement de nos manières de consommer, de travailler, de produire et donc de limiter les risques environnementaux pour préserver cette maison commune.
Donc, les économies d'énergie sont l'un des axes prioritaires de la transition écologique et elle doit conduire à un mix énergétique composé de ressources diversifiées pour lutter en fait contre l'épuisement des ressources actuelles. Donc, le secteur résidentiel tertiaire, donc, dans lequel les établissements scolaires font partie, c'est le plus gros consommateur d'énergie. D'où la nécessité effectivement de réduire ces gaz à effet de serre, de réduire les consommations de fluides et d'énergie pour pouvoir avancer et donc préserver le bien-être qu'est la Terre pour nous. D'autre part, tout simplement, c'est aussi une obligation légale. Donc, on va vous y contraindre. Les décisions politiques nationales et l'activité réglementaire de la France en matière d'efficacité énergétique sont très largement impactées par les directives européennes ou les accords internationaux. Donc, c'est vrai que c'est un mouvement international qui s'engage. Donc, la France a commencé de façon plus accrue à partir des lois Grenelle 1 et 2 d'août 2009 et juillet 2010, dans laquelle elle s'est engagée à diviser par 4 ces gaz à effet de serre en 2050. Et elle a obligé aussi tout le secteur tertiaire à faire des travaux d'amélioration de performance énergétique. Donc voilà, cet objectif a été réaffirmé dans la loi de transition écologique de 2015, donc avec une prolongation de l'obligation de rénovation et en amplifiant par période de 10 ans ces travaux. Donc toujours réduction des gaz à effet de serre de 40%, réduction des consommations d'énergie primaire de 30% en 2030 par rapport à la référence 2012 et aussi une importante part prise pour les énergies renouvelables d'ici 2030 et 2050. S'en est suivi la loi Elan, 24 novembre 2018. Donc là, en fait, ça a inscrit dans le Code de la construction et de l'habitation l'obligation de réduire les consommations d'énergie des bâtiments tertiaires. Donc, on va être obligé, établissement scolaire en tant que bâtiment tertiaire, de réduire nos consommations d'énergie et de 40% en 2030, 60% en 2050 par rapport à nos consommations de 2010. Donc, à savoir, 2030, c'est demain. D'où la nécessité de s'engager dans ces opérations de réduction d'énergie dès aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Pascal Jean pour vous présenter notamment ce qu'on a appelé le décret tertiaire, qui est le décret d'application de cette loi Elan. Oui, bonjour. J'aimerais vous dire maintenant quelles seront vos obligations. D'abord, d'où viennent-elles? Merci Sophie, elle nous en a déjà parlé venant de la loi. Savoir si vous êtes concerné, dans quelle mesure et quelles sont les solutions qui vous sont offertes. Tout d'abord, pour prendre le relais de ce que Sophie vous a dit, ce décret, on en parle depuis la loi Grenelle 2. C'était déjà dans les cartons. Par contre, ce décret tertiaire a eu beaucoup de mal à exister parce qu'il concerne tout le monde. Il concerne tous les propriétaires et les locataires de bâtiments tertiaires. Et vous comprenez que imposer une obligation concernant autant de personnes n'a pas été chose facile. C'est pourquoi sur cette planche sont présentées quelques évolutions, beaucoup d'espoir de 2010 à 2015 pour que ce décret existe. En 2017, il a été publié une première fois, mais cela a été qu'éphémère. Il a été retoqué en Conseil d'État. Et enfin, en 2019, il y a eu d'abord la publication d'un décret. La date est importante car il a été publié en 2019, ce qui conduit à un début d'obligation en 2020, octobre 2020. Et on verra en quoi vous êtes concerné très rapidement. Mais un décret sans application ne permet pas nécessairement d'avoir le détail de sa mise en œuvre. Ça a été le cas avec la publication du 10 avril 2020 et ce qui a motivé de mener ce webinaire aujourd'hui avec une information toute récente, donc l'explication de l'arrêté du 10 avril, que je vais faire dans le détail. Tout d'abord, quels sont les bâtiments visés? Eh bien, tous les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés, tous les bâtiments à usage tertiaire. Le 1000 mètres carrés se définit en fonction de la surface de plancher. La surface de plancher, c'est la même surface qui est utilisée quand on fait un dépôt de permis de construire. Elle est très proche de la surface Shone. Mais aussi sont concernés les bâtiments qui font partie d'un ensemble de 1000 mètres carrés, d'un ensemble commercial qui fait 1000 mètres carrés. C'est fait pour pouvoir prendre en compte les mailles commerciaux, par exemple. D'autre part, quelles sont les exclusions? Il y en a. La première des exclusions, c'est si le bâtiment est un bâtiment précaire, par exemple les baraques de chantier.
Il y a des exclusions qui devraient vous concerner pour certains d'entre vous, dès l'instant où un bâtiment ou une partie du bâtiment sert de lieu de culte. Et là, il y a une exclusion à prendre en compte. D'autre part, les bâtiments militaires ou à usage militaire sont exclus. Et enfin, les bâtiments récents, c'est-à-dire qui déjà eux-mêmes ont été construits par application d'une réglementation thermique, donc ceux livrés après le 2 novembre 2018, sont exclus du champ d'application de la loi. Quels sont les objectifs de cette loi? Nous venons de le voir et Sophie nous en a parlé. Il s'agit de réduire à partir d'une référence qui ne peut pas être antérieure à 2010, donc de réduire ces consommations d'énergie finale, et je reviendrai sur le terme final, de 10%, 40% en 2030, pardon, 50% en 2040, 60% en 2050. Donc vous voyez, toujours il y a un chiffre de 10 entre le pourcentage et l'année, et donc l'année de référence est 2010. Ça s'exprime en énergie finale. L'énergie finale, c'est l'énergie au compteur, c'est l'énergie de vos factures, en opposition avec l'énergie primaire qui est la valorisation artificielle de l'énergie telle qu'elle sort de la nature. Il y a deux façons d'appliquer cette loi. Donc la première dont je viens de vous parler, soit en pourcentage par rapport à une situation de référence, soit en définissant un seuil, en disant votre établissement public devrait consommer tant et vous devez être par rapport à ce seuil. Vous pouvez imaginer que, vu le type de bâtiments tertiaires qui peuvent exister, il est très très dur de définir une grille pour toute la France, pour tous les bâtiments tertiaires. N'empêche que beaucoup de groupes de travail y sont, mais pour l'instant, cette information n'est pas encore donnée. Donc pour l'instant, ce n'est que par rapport à un pourcentage que la loi s'applique. Comment on peut atteindre ces objectifs? La loi nous propose 4 voies qui sont des voies connues. En fait, c'est la sphère civile qui a proposé ces 4 voies, celles que vous connaissez tous. La performance énergétique, c'est-à-dire isoler le bâti, aussi bien par une isolation intérieure ou par l'extérieur. La mise en place d'équipements performants, donc de chaudières basse consommation par exemple, mais aussi de systèmes de gestion active comme la mise en place de LED ou de détecteurs de présence. Et puis deux leviers qui sont moins connus, sur lesquels nous, la profession, on s'était battu pour leur reconnaissance, à savoir l'exploitation et la maintenance. Une bonne exploitation et maintenance sont essentielles pour faire des économies d'énergie, pour optimiser le fonctionnement des équipements, et bien sûr l'usage, car le meilleur des établissements, le meilleur des bâtiments bien isolés peut être un très fortement consommateur d'énergie s'il est très très mal utilisé. Voici donc les 4 leviers sur lesquels nous aurons le plaisir de revenir. Il y a des modulations parce que cette loi ne peut pas s'appliquer aveuglément à tout type de bâtiment. Alors les modulations sont: si la mise en œuvre des actions dont on a parlé, de l'une des 4 actions dont on a parlé, en particulier l'action sur le bâti, peut conduire à risque pour le bâtiment, si on est obligé de percer un mur porteur, par exemple, ou autre. D'autre part, si on a une action de dégradation sur la façade, sur l'aspect, donc pour les bâtiments classés, si par hasard le fait de mettre une isolation élargit l'épaisseur des murs et du fait qu'on déborde sur la chaussée, par exemple, c'est une exclusion à prendre en compte. Alors, pour les DOM, ce n'est pas une exclusion, c'est une modulation. Évidemment, le climat n'est pas le même dans les DOM qu'en France métropolitaine, donc il y a une adaptation. Le décret n'est pas encore publié, mais il le sera, l'arrêté. Et d'autre part, dernière modulation, si les travaux entrepris, quelle que soit leur nature, ont un coût tel que le coût du travaux serait rentable, les travaux seraient rentables dans un délai supérieur à des dates, des durées fixées par l'État, ces travaux ne doivent pas être entrepris ou il faut les entreprendre d'une façon différente. Pour l'instant, il y a 5 durées qui sont définies. Il faut que des travaux soient rentables sur le bâti s'ils sont inférieurs à 25 ans. Pour les équipements inférieurs à 15 ans et pour les actions sur l'exploitation et l'usage inférieurs à 6 ans. Sachant que ces 3 valeurs sont en débat actuellement entre les différents partenaires. Qui sont les assujettis? Alors en fait, je vous ai donné la réponse en début de mon introduction, à savoir vous, tous, sont assujettis à cette loi tant les propriétaires que les locataires. C'est-à-dire que tout le monde est assujetti. Alors vous allez me dire comment on peut être assujetti en même temps propriétaire et locataire? Il faut de la concertation.
une seule des deux personnes devra remplir des obligations de renseignement, soit le locataire, soit le propriétaire. Il devra donc y avoir un accord dont les modalités ne sont pas définies dans la loi, mais on a à peu près le même type de problématique pour les bails verts. Donc tout le monde est assujetti. D'une façon concrète, comment savoir qui serait plus assujetti, en clair, plus obligé de remplir les différents papiers et les rapports qui devront être mis? Eh bien, ce sont ceux qui payent les factures. Point suivant, qu'est-ce qui va être pris en compte? Quel type d'énergie? Alors pour ceux d'entre vous qui ont suivi les évolutions des réglementations thermiques, entre autres la RT 2012, il a été pris en compte dans cette réglementation thermique ou la RT de 2020, 5 types d'énergie, les énergies qu'on appelle liées aux 5 usages. La loi actuelle va plus loin. Donc déjà les 5 énergies prises en compte, enfin l'utilisation des énergies prises en compte, c'est pour chauffage, ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, mais aussi l'éclairage et des auxiliaires, sachant qu'on entend par auxiliaire les machines qui vont être utiles pour les 4 points au-dessus. Par exemple, des pompes pour faire circuler l'eau dans une chaudière. Ont été ajoutés à ces 5 usages d'énergie de la réglementation thermique les usages courants, puisque cette obligation s'adresse à une demande, une baisse de consommation pour en fait tous les usages. Donc vous avez des usages qu'on appelle autres usages, je donne comme exemple les ascenseurs, donc qui consomment énormément d'électricité, mais aussi les usages des équipements spécifiques que vous aurez dans vos bâtiments, par exemple les salles informatiques ou le matériel informatique. Voici donc les énergies utilisées. Une fois que l'on a fait tout cela, quelles sont les obligations? Les obligations, on les a vues, c'est de réduire les consommations en énergie finale. Comment rend-on compte de la tenue et du suivi de ces obligations? Eh bien, en renseignant une base de données nationale qui s'appelle Opérat, comme vous voyez le logo, Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du territoire. C'est une base de données gérée par l'ADEME. Vous aurez obligation à fréquence mensuelle ou trimestrielle de renseigner un certain nombre de données dont je vais vous parler juste à la planche suivante. Et ces informations, Sophie, sont: vous allez devoir préciser l'activité que vous réalisez, donc dans votre cas l'enseignement, que vous réalisez dans vos bâtiments. Vous allez définir la surface, cette fameuse surface de plancher. Vous allez définir les types d'énergie qui vont être utilisés, réseau de chaleur, gaz, élec, chaudière à bois, et pour chacune d'elles, les énergies. Donc vous renseignez tous les mois et tous les trimestres et ils feront des calculs à partir de ces données, ils feront les calculs annuellement. Puis, vous donnerez quelle est l'année de référence que vous allez retenir pour faire les calculs. Je vous ai dit qu'au plus tôt, c'est 2010, mais vous pouvez prendre comme année de référence 2012, 2014, 2017. Vous pouvez aussi ne rien mettre. Et si vous ne mettez rien, ce sera par défaut le début de la mise en fonction de votre bâtiment tertiaire pour son usage, ou au plus tôt 2010. Vous allez préciser les modulations. Si vous voulez déroger à ces obligations de réduction, vous pouvez constituer un dossier pour expliquer quelles sont ces modulations et pourquoi vous souhaitez les mettre en avant. Ce n'est pas parce que vous aurez exprimé ces modulations qu'elles seront prises en compte. Il y aura des experts de l'ADEME qui vont juger de l'opportunité de ces modulations. Et enfin, quand même une très bonne nouvelle, vous pourrez déduire de vos consommations les consommations électriques pour la recharge de véhicules, par exemple. Ces données sont à transmettre, comme je vous l'ai dit, à fréquence mensuelle ou trimestrielle. À partir de quand? Je vous ai dit tout à l'heure que la loi de 2019 rentrait en application à partir d'octobre 2020. Dans l'arrêté, il est précisé que c'est à partir de l'année N+1, du mois de septembre de l'année N+1, que les premières données doivent être remises. En clair, la loi ayant commencé en 2020, c'est à partir de septembre 2021 que vous aurez obligation de remplir toutes ces données et donc de renseigner la base Opérat, c'est-à-dire c'est demain. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour conclure, c'est qu'avec Cubes, dont nous parlerons, et nous verrons pourquoi, vous serez prêts
pour répondre non seulement à une partie de ces obligations, on le verra sur la partie usage, mais surtout, vous aurez toute la méthodologie, vous aurez l'habitude de renseigner une base de données telle que la base Opérate. Et pour ceci, je donne la parole à ma collègue Christelle Bonnet. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. Donc oui, je vous propose de revenir sur des exemples d'actions, des typologies d'actions que vous pouvez mener sur vos patrimoines, donc pour atteindre ces objectifs ambitieux du décret tertiaire. Donc avant d'aborder les actions, je vous propose de revenir sur les bases de quoi dépend la consommation énergétique d'un bâtiment. Elle dépend en fait de trois composantes. La qualité intrinsèque du bâtiment et son emplacement. Ça dépend des équipements qui sont à l'intérieur du bâtiment et puis des usages qui sont faits par les occupants à l'intérieur de ces bâtiments. Donc, pour ce qui est de l'emplacement, typiquement, c'est la région, le climat, l'altitude, l'orientation, qui va définir aussi une partie des apports solaires. Et la qualité intrinsèque du bâtiment, c'est notamment tout ce qui est isolation, et puis les orientations des baies vitrées, et puis la surface des baies vitrées également qui conditionne les apports solaires. Pour les équipements, c'est tout ce qu'on met à l'intérieur pour chauffer, ventiler, refroidir, éclairer, et j'en passe, les ascenseurs et autres. Et puis les usages, donc c'est les différents comportements qu'ont les occupants à l'intérieur du bâtiment, et puis également donc l'utilisation d'appareils qui peuvent être spécifiques, comme la bureautique, des cafetières ou d'autres appareils qui consomment de l'énergie. Et donc tout ça fait directement le lien avec les 4 leviers d'action qui sont décrits, listés dans le décret tertiaire, et dont Pascal vient de nous en présenter la liste. Donc pour tout ce qui est le bâti, donc comme levier d'action, on a les travaux sur l'enveloppe. Pour tout ce qui est équipement, on a à la fois des gros travaux sur ces équipements, mais à la fois tout ce qui est exploitation sur les équipements et optimisation de leur utilisation. Et puis, on a le dernier volet, c'est quand même quelque chose de très innovant dans une réglementation thermique, d'avoir ces volets exploitation et usage, donc les usages et les actions avec les occupants qui contribuent directement à l'atteinte des objectifs réglementaires. Et c'est vraiment une première. Donc, je vous propose de revenir sur chacun de ces 4 leviers. Donc, le premier, sur les travaux sur l'enveloppe. Les enjeux sont notamment sur l'isolation, donc avec l'isolation de la toiture, des façades donc par les murs et fenêtres, et du plancher bas. La chaleur ayant tendance à être, l'air chaud ayant tendance à être plus léger que l'air froid, le chaud va au-dessus. Donc, il y a quand même une importance essentiel sur le sujet de l'isolation de la toiture. Voilà, on peut gagner énormément par ces travaux-là, également par les façades, je vais y revenir. Et puis, je voulais également aborder avec vous la notion des protections solaires. Si tu peux revenir en arrière, voilà, la notion des protections solaires. Voilà, on en parle de plus en plus, mais il y a un véritable inconfort d'été dans beaucoup de bâtiments, et j'ai envie de dire ça ne va pas s'arranger avec le réchauffement climatique. Même dans les établissements scolaires, on sait que quand bien même ils ne sont pas utilisés ou très peu en juillet, en août, la question devient de plus en plus importante, notamment au mois de mai, juin et septembre. Et on l'a vécu l'an dernier avec les épreuves de brevet et de bac en période de canicule, c'est assez difficile. Donc voilà, la question importante, et si on veut éviter de mettre des systèmes de climatisation ou refroidissement dans tous nos bâtiments et augmenter d'autant les consommations, il y a vraiment un point de vigilance à avoir sur ces questions de protection solaire. Je vous propose de revenir sur quelques illustrations qu'on peut avoir dans des établissements scolaires sur ces différents volets. Donc tout d'abord, j'ai parlé de la toiture et de l'importance d'isoler les toitures. Donc là, vous avez un exemple, c'est un bâtiment neuf, un lycée professionnel, donc Florence Artaud en Bretagne. C'est un bâtiment neuf, mais avec une toiture terrasse végétalisée. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête aussi. La végétalisation des toitures est intéressante, non seulement d'un point de vue isolation thermique, ça peut être intéressant d'un point de vue isolation acoustique, mais ça apporte aussi d'autres avantages, notamment une rétention d'eau en cas de forte pluie qui peut limiter les inondations donc, aux alentours. C'est donc une verdure qui limite aussi l'effet d'îlot de chaleur en ville
Et voilà, ça a d'autres avantages donc, qui ne sont pas négligeables, notamment à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. Si on passe à l'exemple suivant, donc là, je vous disais la toiture. Donc, si on n'a pas une toiture terrasse, mais qu'on a des combles non aménagés, c'est l'un des travaux qui est à la fois les plus rentables à un plus bas prix. C'est l'isolation donc des combles perdus, notamment que ce soit en déroulant des rouleaux d'isolant ou alors par de l'isolant en vrac, comme sur cette photo-là. Là, je crois que c'est dans une école primaire, cette photo. Voilà, pour le coup, c'est un des travaux sur lesquels on a le moins à investir pour un gain qui peut être assez énorme. La question des fenêtres et du changement de fenêtre, donc c'est une question qui revient assez souvent. Alors, si on parle en temps de retour sur investissement, ce n'est pas là où on a les plus gros gains. Néanmoins, sur les fenêtres, le changement des fenêtres permet des avantages énormes, mais plutôt du point de vue du confort. On a beau avoir une température intérieure de 20 ou 21 degrés, si on a une fenêtre très déperditive, simple vitrage, on peut avoir un inconfort assez énorme avec des infiltrations et puis un effet de paroi froide. Donc le changement de fenêtre permet de limiter ces inconforts et quelque part de chauffer peut-être un peu moins pour un confort bien meilleur. Voilà, j'ai parlé du confort d'été, donc vous avez une illustration là, toujours sur le lycée Florence Artaud en Bretagne, avec un jeu de brise-soleil, donc voilà, qui permet de limiter l'inconfort d'été. Travaux sur l'enveloppe. C'était le premier levier d'action, donc maintenant je vous propose d'aborder le deuxième levier d'action, donc qui est les travaux sur les équipements. Donc, les équipements, Pascal en a déjà un peu parlé avec les postes de consommation dans la réglementation thermique. On peut citer en systèmes principaux les systèmes d'équipement donc de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire, de ventilation, d'éclairage. Il y a encore d'autres équipements, Pascal parlait tout à l'heure des ascenseurs. Et ces équipements sont à voir, tu peux juste revenir Sophie, d'une façon, d'un point de vue du système. Dans le système, il y a à la fois l'équipement de production, typiquement pour le chauffage, c'est la chaudière. On produit le chauffage au niveau de la chaudière, mais quand on la produit, il faut aussi le distribuer. Donc, les équipements de distribution qui sont tous les réseaux de distribution. Et puis après, les équipements d'émission qui sont notamment pour le chauffage, donc les radiateurs. Et quand on intervient sur les équipements, ça à tous les niveaux. Ça peut être au niveau de la production, des réseaux et de l'émission. Je vais également donc illustrer donner quelques illustrations. Donc là, c'est juste une chaudière, donc chaudière bois. Alors, je ne privilégie pas forcément le bois à d'autres énergies. Sophie l'a dit, l'intérêt, c'est de diversifier les sources d'énergie. Néanmoins, je voulais revenir avec vous sur le changement de chaudière. Donc, on sait qu'une durée de vie de chaudière, c'est entre 15 et 25 ans à peu près. Les performances évoluent très vite sur tous les appareils. Donc, c'est vrai que dès qu'une chaudière a 15 ans, en renouvelant la chaudière, on peut assez vite économiser énormément en termes d'énergie sur ça. Néanmoins, donc, il faut avoir un point de vigilance et c'est très important d'avoir ça en tête. Une chaudière, elle est dimensionnée sur des besoins. Et puis, les besoins, donc si on change, on a des besoins qui sont les besoins qu'on a à un instant T. Si on change la chaudière tout de suite, sans avoir fait d'autres efforts, ne serait-ce que sur l'isolation, sur l'exploitation ou l'usage, on va changer la chaudière par une grosse chaudière. Et le rendement de la chaudière, donc, il est maximal aux alentours de 90-100% de la puissance de la chaudière. Ça veut dire que si on change une chaudière aujourd'hui pour mettre une chaudière très puissante et que demain on change les besoins en isolant l'enveloppe et en faisant plein d'actions sur l'exploitation, on va avoir une chaudière qui est surdimensionnée et du coup qui est beaucoup moins performante qu'elle ne devra l'être. Voilà un point de vigilance. Donc on change les chaudières, oui, c'est une très bonne chose, surtout quand elles sont anciennes, mais il faut veiller à faire d'abord les autres actions dans la mesure du possible. Si on n'a plus de chaudière, il y a un moment, on n'a pas le choix. Mais dans la mesure du possible, on fait d'abord les actions qui permettent de limiter les besoins avant de changer les systèmes de production. L'exemple suivant, donc sans m'y attarder, c'est la climatisation. Quand vous intervenez sur la climatisation, vous avez le choix entre différents systèmes, que ce soit la ventilation donc naturelle,
la ventilation mécanique simple flux ou double flux. Dans ce cas-là, on a un échangeur qui permet de capter les calories de l'air extrait pour les réinjecter dans l'air qui rentre. Voilà, juste un point de vigilance à avoir, c'est que voilà, plus le système est sophistiqué, plus il y aura des actions d'exploitation derrière et des changements de filtre plus réguliers. Donc un point de vigilance donc, à trouver le bon compromis entre les besoins et puis le temps et tous les travaux qu'on pourra y mettre derrière dans le suivi et l'exploitation. La slide suivante, c'est sur l'éclairage, on en a parlé parce qu'elle parlait des technologies LED par exemple. Et sur l'éclairage, c'est assez simple de savoir quel gain énergétique on peut avoir. Il suffit de regarder la puissance qu'on a sur chacune de nos sources lumineuses. On multiplie par le temps moyen d'utilisation. Et puis, du coup, on peut calculer assez facilement combien nous coûte l'éclairage et ce qu'on pourrait prétendre avoir avec une technologie de plus faible puissance. Et là, vous avez un exemple aussi, on n'a pas parlé d'énergie renouvelable. Vous avez un exemple donc, sur un bâtiment privé, une école privée catholique. Donc voilà, avec des panneaux solaires photovoltaïques en toiture. Donc voilà, c'est intéressant dans le sens où toute la production faite par les énergies renouvelables sera déduite des consommations pour l'objectif réglementaire. Donc ça m'amène à parler aussi du troisième levier d'action, qui est l'exploitation. L'exploitation, on touche à peu près au même système dont je viens de parler, chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage. Donc c'est des actions à la fois d'optimisation. L'idée, c'est pas de faire des gros travaux dans l'exploitation, mais c'est de mieux utiliser tous les équipements qu'on a déjà dans le bâtiment, moyennant quelques faibles investissements. C'est par exemple programmer une extinction, des mises en veille, mettre une température de consigne pour le chauffage ou la baisser éventuellement si on avait suffisamment chaud dans les bâtiments. Et c'est aussi des actions qui touchent à l'organisation. Le suivi des consommations, en tant que tel, c'est pas ça qui fait économiser l'énergie, mais voilà, ça nous permet de voir des dérives, de voir que c'est chauffé le week-end et d'autres choses. Donc, si je reviens sur l'éclairage, typiquement, on peut avoir comme action l'installation de commandes automatiques avec des détecteurs de présence, par exemple. Le paramétrage, le réglage des commandes automatiques. Même si on a des détecteurs de présence ou des choses pour temporiser l'éclairage, mais ils ne sont pas toujours bien programmés, toujours bien réglés. Il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est bien? Est-ce que je peux aller plus loin dans tous mes réglages? Installer des programmateurs, des horloges. Par exemple, une extinction automatique à 19h ou 20h le soir. La question des couleurs, ça peut paraître anodin, mais quitte à réintervenir, à faire des travaux de peinture, un petit rafraîchissement dans les locaux, privilégier des peintures claires, ça permet une meilleure luminosité et quelque part d'économiser aussi à côté de ça. Le nombre de sources lumineuses, des fois on s'aperçoit qu'on a une quantité de plafonniers ou de sources lumineuses et finalement, en enlevant certaines sources lumineuses, on garde une qualité d'éclairage qui est tout à fait correcte et on permet un gain de consommation d'énergie. Mettre des lampes plus économes, c'est ce qu'on appelle le relamping, changer par des technologies moins consommatrices. Et puis nettoyer régulièrement les vitrages, les luminaires, donc ce sont d'autres types d'actions assez simples et vraiment très peu coûteuses. Merci. Je ne vais pas m'étaler plus que ça donc, sur les actions sur l'exploitation, parce qu'on pourrait en parler tout un après-midi, voire 2 jours. Néanmoins, donc, je vous invite, vous pouvez télécharger ce guide qui apparaît. C'est un guide qu'on a sorti, qui ne fait peut-être pas la liste exhaustive, mais qui revient assez longuement sur les différentes actions techniques qu'on peut mettre en œuvre dans les bâtiments pour tout ce qui est exploitation. Et on reviendra dessus sur QBES, mais c'est aussi un guide qui est diffusé dans le cadre du challenge QBES. Et puis, j'arrive au dernier levier d'action, celui de l'usage. Donc, pourquoi n'est-on pas toujours éco-compatible? Voilà, on peut dire aux occupants de faire des éco-gestes, ils ne le feront pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de mauvaise volonté, mais il faut comprendre aussi pourquoi
ne fait pas toujours les bons gestes. Ça peut être des questions de charge mentale, de productivité. On est la tête dans le guidon dans ce qu'on doit faire pour le travail et on ne pense pas forcément à tout ce qui se passe autour. Et puis voilà, on est formaté pour venir et travailler, mais on ne pense pas forcément aux choses à côté. Ça peut être un manque d'information. Il y a des systèmes tellement complexes que c'est assez difficile des fois de comprendre pour les personnes qui ne sont pas dans le domaine. L'énergie, contrairement à l'eau, c'est quelque chose d'invisible. L'eau, on la voit, on la touche, on l'entend. L'énergie, c'est beaucoup plus difficile à visualiser et à voir ce qui est consommé. Il n'y a pas d'appropriation des lieux. Enfin, quand on n'est pas chez soi, c'est plus difficile aussi à se projeter et à faire ses gestes. Et puis après, un des freins principaux, c'est vraiment la question de l'inconfort. Voilà, si on a déjà froid ou trop chaud, c'est beaucoup plus difficile de faire encore plus d'éco-gestes derrière. Donc voilà, les gens en général sont d'accord quand on leur dit qu'il faut changer, mais c'est assez difficile à mettre en route. Donc pour ça, il y a des façons d'agir, il y a des points de vigilance, et puis voilà, des petits conseils. En tout cas, c'est le retour d'expérience qu'on peut avoir quand on mène des actions comme ça. Et ben, on peut s'appuyer déjà sur une équipe projet. Donc une équipe projet qui serait pluridisciplinaire avec des personnes qui seraient référentes sur la communication, des personnes référentes sur la technique, sur le financier. Voilà, trouver toutes les personnes motivées qui peuvent s'impliquer sur le sujet. C'est intéressant aussi de faire un diagnostic à la fois technique mais aussi humain sur le ressenti, questionner, observer, mesurer, rendre compte aux occupants et en faisant bien attention à bien impliquer les occupants. Et puis enfin, donc leur donner envie, voilà, faire des retours, ce qui a marché, peut-être aussi moins bien marché. En tout cas, leur faire des retours et continuer à les motiver et vraiment viser à pérenniser toute la démarche qu'on peut avoir sur. Donc, j'ai parlé des actions sur l'usage, sur l'exploitation et sur les travaux, que ce soit sur l'enveloppe ou sur les équipements. Voilà, il faut garder en tête que les actions sur l'usage et l'exploitation sont quand même, d'un point de vue financier, les plus faciles à mettre en œuvre et celles qui peuvent être mises en œuvre le plus rapidement. Ça permet, quand on intervient d'abord sur ces leviers-là, quelque part d'économiser dès le départ un peu d'énergie et donc un peu de budget pour pouvoir prétendre après investir d'une façon plus conséquente sur des travaux. Et puis donc les actions sur l'exploitation et l'usage, voilà, l'expérience montre que c'est efficace. En moyenne, on peut prétendre faire 10 à 15%. Alors, tout dépend d'où on démarre et quel type de bâtiment on a. Mais 10 à 15%, c'est quand même une moyenne assez raisonnable qu'on peut atteindre. Parfois plus, des fois on voit du moins 40, moins 50% rien que sur ces leviers-là. C'est un faible coût d'investissement. Ça permet, notamment dans une logique de diagnostic technique et humain, de remettre à plat la connaissance du bâtiment, peut-être de voir quelques pistes d'action qu'on n'avait pas imaginées dans la routine et dans le quotidien. Ça permet de faire travailler tout le monde ensemble, ça donne un lien énorme entre tous les acteurs, qu'ils soient occupants, gestionnaires, techniques, chefs d'établissement. Voilà, permettre de mettre du lien entre tous les acteurs et puis de générer une dynamique et quelque part aussi des fois de valoriser un peu le personnel technique qui travaille souvent dans l'ombre de toute l'organisation. Donc voilà sur l'usage et sur l'exploitation. Donc tout ça va nous amener à vous présenter un peu le challenge CUBES qui réaborde notamment ces deux leviers d'action. Je te laisse la parole, Pascal. Ton micro est coupé. Le micro est encore coupé, hein. Excusez-nous. Oui, bonjour, bonjour. Pardon pour cette petite interruption du son, mais peut-être pas de l'image. Donc merci beaucoup Christelle, c'est vraiment très très clair et très précis. Ce sont effectivement les différentes actions que l'on peut mettre en œuvre et nous allons nous permettre à deux voix, cette fois-ci, de revenir sur l'une de ces actions qui est l'usage. Je vous avais dit qu'on vous parlerait de CUBES. Quelques instants sur CUBES. De quoi s'agit-il? CUBES, donc Sophie s'il te plaît, est un challenge de 5 ans
qui a pour but d'aider, d'éduquer nos élèves en collège et en lycée, donc pour les établissements du secondaire, à réaliser des éco-gestes dans leur établissement scolaire, mais aussi à les transférer dans leur famille. Donc c'est 5 années. Pourquoi 5 ans? Parce que ça permet de pérenniser l'action. Ces 5 années se décomposent en une première année qui est l'année du concours. Alors pourquoi on a mis un concours pendant une année? Certains nous disent un concours, ça va, on fait déjà beaucoup de concours et de notes dans les établissements scolaires. Oui, mais c'est un jeu. Ça permet de stimuler le côté jeu, le côté je suis en compétition avec d'autres. Et on a vu que ça marchait très très bien. Comme l'a rappelé Christelle au début de son intervention, Cube S est issu d'un concours qui s'appelle Cube 2020 et qui marche très bien et qui génère pendant un an, juste par les éco-gestes, 12% d'économie en moyenne. Donc on sait que ça marche, ça dure, on en est à la 7e édition cette année. Donc on commence par le concours, c'est l'effet booster. N'empêche que ce concours sans accompagnement, qui plus est dans le domaine scolaire, n'est rien. Pourquoi? Parce que vous avez d'autres contraintes. Vous n'êtes pas des spécialistes de l'énergie, votre rôle c'est l'éducation, c'est pas l'énergie, c'est pas la réduction de consommation, et vous n'êtes pas nécessairement outillé pour savoir comment créer des équipes, comment fédérer, comment animer, et ça c'est le rôle de notre partenaire, le pilote et le concepteur de CubeS, donc le CEREMA, et Christelle vous donnera le détail de cet accompagnement par la suite. Pendant cette première année, on s'interdit de faire des travaux sur le bâti. Par contre, les années 2, 3, 4 et 5, au contraire, vous êtes invités à faire des travaux sur le bâti. Comment on calcule l'énergie? C'est ce que nous montre actuellement Sophie. On part d'une situation de référence. Tiens, situation de référence, ça me fait penser aux années de référence demandées par la base Opérate. C'est exactement la même chose, puisqu'il n'y a pas 50 façons de mesurer les économies d'énergie. On part toujours d'une situation de référence. Pour CubeS, on prend les 3 années précédant le concours. Donc, 3 années. On fait une moyenne. Mais évidemment, la consommation d'énergie de cette moyenne d'année n'est pas nécessairement représentative, en particulier d'un point de vue climat, de la réalisation de ce qui va se passer pendant l'année du concours. Donc, on va adapter cette année moyenne de consommation à la rigueur climatique de l'année du concours, mois par mois. On mesure ce que l'on consomme vraiment, et la différence entre cette valeur moyennée ajustée et la réalité vous donne une amélioration. On classe les différentes établissements entre eux, et ceci permet, donc c'est la planche suivante, ceci permet donc de stimuler les différents établissements qui mois par mois voient où ils en sont et quel est le résultat de leur action. Et à la fin de l'année, il y a une remise de prix nationale. Le plus souvent, jusqu'à présent, ça a toujours été le cas en présence d'un ministre. L'année dernière, c'était Nicolas Hulot, qui est le parrain de Cube 2020, qui présentait la remise des prix CubeS. Le deuxième effet, c'est que, comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir toute cette gymnastique, d'avoir saisi les consommations, d'avoir un classement et par type d'énergie, et d'avoir une année de référence, sont exactement les choses qui vous sont demandées par Opérate. Maintenant, je cède la parole à Christelle pour vous dire en quoi consiste cet accompagnement aussi essentiel à la réussite de CubeS. Merci. Oui. Merci. Peut-être juste avant de parler de l'accompagnement, revenir sur les objectifs. Au-delà du suivi des consommations et des gains en consommation, la dynamique et le challenge CubeS permet d'inscrire les collèges et lycées dans la transition énergétique. Ça impulse une démarche, un dynamisme au sein des établissements et de tous les acteurs de l'établissement. Ça favorise donc, j'en ai parlé un peu, le lien entre tous les acteurs. Dès lors qu'on met une démarche avec les occupants qui touchent à l'humain, à la technique, on favorise le lien, alors spécifiquement sur les établissements scolaires, mais typiquement entre les collectivités pour ce qui est du public, mais éventuellement les OGEC pour le privé, les chefs d'établissement, les académies, les parents d'élèves, les élèves, le corps enseignant bien entendu et plus largement pédagogique. Donc tout ça favorise le lien entre tous les acteurs et vraiment le personnel technique, je disais, qui travaille dans l'ombre souvent. C'est un effet un peu révélateur et mise en lumière de leur travail. Et puis, il ne s'agit pas d'économiser l'énergie au détriment du confort. Au contraire, quand on pointe du doigt des problèmes énergétiques et de consommation, souvent, ça va de pair aussi avec des inconforts. Et l'objectif, c'est de mener les deux
de pair, améliorer le confort et économiser l'énergie. Et puis, dans les établissements scolaires, on ne pourrait rien faire sans lier ça également au programme éducatif. Donc, il s'agit d'utiliser le bâtiment comme un terrain de jeu, comme un travail pédagogique pour des activités transversales, éventuellement avec les élèves et le bâtiment donc, comme support de ces activités pédagogiques. Donc, si je reviens sur l'accompagnement qui est proposé dans le cadre du challenge QBES, donc l'accompagnement, dès lors que les établissements sont inscrits, cet accompagnement est intégralement financé par les certificats d'économie d'énergie. Donc, il suffit qu'il y ait au moins 5 établissements qui s'inscrivent dans un petit groupe pour qu'on puisse accompagner ces 5 ou plus établissements. Dans le cadre d'une animation collective inter-établissement, on organise des réunions de réseau pour échanger entre différents établissements sur les démarches, sur les difficultés, sur les activités qui peuvent être menées. Il y a des actions de formation avec un module de formation à distance et des formations en présentiel sur les démarches d'accompagnement au changement. Et puis, on accompagne un échantillon d'établissements. Donc, on va dans cet établissement, on s'imprègne du contexte et des problématiques qu'ils peuvent avoir localement et des besoins pour accompagner ces établissements. Et puis, en plus de ça, donc, toute une panoplie de ressources et matériels qui sont à disposition de chacun des établissements inscrits. Alors, je vais revenir un peu sur ces matériels. Pour chaque établissement inscrit, il y a un kit établissement qui est diffusé, distribué. Donc, ce kit comprend une caméra thermique, des wattmètres, un enregistreur de température et dioxyde de carbone, les guides, dont celui dont j'ai parlé tout à l'heure, des stickers et affiches, donc tout ça qui est fourni à chaque établissement et qui permet de faire quelques activités, notamment des TP ou des travaux avec les enfants sur des mesures, par exemple, à l'intérieur de l'établissement. Également, pour chaque établissement inscrit, il y a 300 kits ambassadeurs qui sont diffusés dans chacun des établissements. Donc, vous avez une image de tous les composants du kit. On a le sac qui a un débitmètre pour mesurer le débit au robinet, notamment pour l'eau chaude, un joint de porte, des planches de BD, des magnettes et un mousseur, d'autres objets qui permettent aux élèves de rapporter ça à la maison dans une logique de transfert des bonnes pratiques de l'établissement scolaire jusqu'à la maison. Ensuite, donc, l'espace candidat qui est une autre ressource. Voilà, vous avez ici une carte mentale qui reprend les principaux documents qui sont dans l'espace candidat. Donc, c'est un espace en ligne à disposition de chacun des établissements inscrits. Voilà, où on a à disposition tous les outils nécessaires et tous les outils d'accompagnement avec les supports de formation. On a des notices de kit, on a des méthodes pour faire du diagnostic participatif, voilà, des vidéos, on a un rappel du cadre du challenge. J'oublie peut-être des choses, Pascal, tu compléteras si besoin. Et puis, ça, c'est l'espace candidat. Et je voulais revenir avec vous, donc je crois que c'est la dernière diapo. Voilà, c'est juste pour illustrer un peu donc quelques actions QBES qui ont pu être menées ici et là, avec en haut des exemples d'affiches qui ont été réalisées par des élèves pour sensibiliser leurs camarades. Sur la photo en haut au milieu, donc c'est une collègue du CMA qui a organisé, avec l'équipe pédagogique, un diagnostic participatif et qui fait visiter la chaufferie à des élèves de collège. En haut à droite, donc c'était à l'occasion d'un événement, c'est un jeu avec des cubes, il fallait lancer les cubes pour s'engager sur certaines actions et certains éco-gestes. En bas à gauche, donc c'est une photo qui a été prise à l'occasion de l'événement de lancement avec le Conseil régional Île-de-France et les 11 lycées qui sont participants cette année. Et puis en bas à droite, donc c'est une illustration de ce que peut être la formation présentielle. Voilà, avec un photolangage pour aider à comprendre un peu et puis à aborder ces questions de changement et de changement de comportement. Je n'ai pas parlé également peut-être de l'action, donc l'étude sur le transfert vers les familles. Dans QBES, il y a aussi une étude liée au kit ambassadeur. Donc, il s'agit de trouver des familles volontaires pour regarder l'impact sur les consommations énergétiques des foyers du fait que l'élève est élève dans un établissement QBES. Voilà. Est-ce qu'il transfère les bonnes pratiques dans la famille? Est-ce qu'il y a un effet sur les consommations énergétiques des familles? Donc, ça fait partie également de QBES.
Voilà, je vois une question. Est-ce que ce concours est ouvert aux primaires? Enfin, je profite. Le concours est ouvert au collège et lycée, parce que pour les écoles primaires, il y a déjà un autre programme de certificat d'économie d'énergie qui est Wattier à l'école. Donc voilà, donc du coup, on va pouvoir embrayer sur les questions-réponses. Donc voilà, donc il y avait une première question concernant les énergies et notamment si les appareils liés aux cuisines, enfin à la restauration scolaire sont également concernés par ces réductions. Donc je vais laisser Pascal répondre, mais on a déjà la réponse, je pense. La réponse est oui, bien sûr. Dès l'instant où vous avez un compteur d'énergie indépendant qui permet de le suivre. Mais oui, c'est très important parce que là, il y a effectivement un moyen de faire beaucoup d'économies d'énergie. Donc une autre question, on va rester avec Pascal sur l'année de référence. Donc on avait dit qu'il fallait faire des économies d'énergie avec l'année de référence 2010, mais on pouvait prendre une année postérieure. Là, du coup, c'est quel est l'avantage ou pas à prendre une année postérieure, sachant que peut-être qu'on a réalisé des économies d'énergie déjà entre 2010 et par exemple 2013, si on décide. Et tant mieux, si vous avez déjà réalisé des économies depuis 2010, elles sont comptabilisées. Donc au contraire, l'intérêt, c'est de repartir le plus tôt possible et d'intégrer le plus possible d'économies d'énergie que vous auriez pu faire par avant. Donc, autre question, si toutefois on mettait par rapport à l'année de référence, on reste toujours sur cette année de référence, entre 2010 et 2020, j'ai fait de nouvelles installations. Par exemple, on sait qu'en matière d'accessibilité, certains ont été amenés à mettre des ascenseurs. On vient de dire que les ascenseurs, ça, c'était gros consommateurs d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que du coup, on a naturellement des consommations supérieures par rapport à 2010, mais qui s'expliquent par la mise en place d'un équipement nouveau? Est-ce que c'est déductible ou tant pis, c'est perdu pour nous? Malheureusement, ça ne l'est pas. Donc, à l'inverse, là, je conseille de prendre comme année de référence l'année après l'installation des ascenseurs. Sinon, effectivement, vous allez être pénalisé. Donc, voilà. Autre question sur éventuellement les... Donc là, ça s'ouvre un peu à tout le monde, aux trois, je pense, sur les possibilités de crédit d'impôt ou de subvention pour les investissements liés aux économies d'énergie. Christelle ou... Peu importe. On a déjà entendu beaucoup parler aussi des certificats d'économie d'énergie, donc peut-être comment les utiliser ou... C'est complètement étanche. C'est-à-dire qu'on vous a parlé de certificats d'économie d'énergie pour expliquer qu'une partie de la dépense est portée par ce système, mais ce n'est absolument pas lié à ce que vous pouvez faire par ailleurs. C'est-à-dire que vous êtes libre de lancer toutes les actions qui vous donnent droit à des certificats d'économie d'énergie et jamais on vous dira on ne peut pas vous les accorder parce que vous avez déjà pris quelque chose ailleurs. C'est totalement indépendant. Voilà, sur les certificats d'économie d'énergie, il faut savoir que vous avez toute une liste de travaux qui sont éligibles aux certificats d'économie d'énergie. Vous avez pas mal de prestataires directement, vous travaillez avec des entreprises déjà qui peuvent vous faire cette proposition d'en bénéficier. Vous avez aussi des plateformes de comparaison de primes que vous pouvez utiliser pour savoir effectivement quelles sont les sommes que vous pouvez récupérer suite aux travaux que vous avez effectué. Je ne sais pas si Christelle a autre chose à ajouter, non non, c'est qu'il n'y a pas d'aide financière spécifique par rapport au décret tertiaire, mais toutes les aides habituelles, alors forcément, on n'en a jamais assez, mais existent. Par contre, il y a d'autres leviers de financement, entre guillemets, au-delà des C2E, il y a les CPE, contrats de performance énergétique. Il y a aussi la question, peut-être plus pour ceux qui ont beaucoup de patrimoine, mais de lean tracking, c'est un peu ce que je disais. L'idée, c'est de mettre un fonds de départ et puis de faire quelques actions à faible investissement au départ, et puis que les économies d'énergie alimentent ce fonds dédié aux économies d'énergie, justement pour faire un cercle vertueux et abonder d'autant les travaux d'économie d'énergie. Mais il n'y a pas d'aide spécifique décret tertiaire. Donc, voilà, une autre question. J'ai par exemple un OGEC, j'ai 6 bâtiments, multi-bâtiments en fait, qui font
une assiette en fait en mètres carrés supérieure au fameux 1000 mètres carrés. Voilà, c'est le cas de beaucoup groupes scolaires. Hein, donc un OGEC gestionnaire, vous avez un groupe scolaire, 3 bâtiments, même étant petit, vous allez dépasser les 1000 mètres carrés, même si chacun est indépendamment inférieur à 1000 mètres carrés. Que se passe-t-il? Quels sont les mètres carrés que je prends en considération? Est-ce que c'est les mètres carrés par ERP par exemple, ou est-ce que c'est les mètres carrés dont l'OGEC est gestionnaire? Le parc immobilier dont il est gestionnaire? Alors là, il y a plusieurs questions dans cette question, c'est effectivement assez technique. Il y a le sujet du propriétaire et du locataire. Il y a le sujet de je fais partie d'un ensemble d'eux. Là, je pense qu'on est sur le sujet je fais partie d'un ensemble d'eux. C'est-à-dire que vous êtes une partie d'un ensemble qui pourrait faire plus de 1000 mètres carrés. Enfin, je pense déjà qu'un bâtiment seul fait plus de 1000 mètres carrés, donc vous êtes concerné. Après, vous avez plusieurs bâtiments lesquels je prends, mais tous. Dès l'instant où c'est chauffé et que ça correspond à une surface de plancher, vous êtes concerné. Donc, autre question, on parlait des factures d'énergie, donc du montant des factures, mais on voit qu'on l'a rappelé en introduction que ces montants explosent, enfin sont en hausse annuelle. Donc, est-ce que c'est les montants ou les consommations? Comment Christelle, on analyse la question? Notamment dans la base. Est-ce que ce sont les montants ou les consommations qui sont prises en compte pour les factures? C'est les consommations. Oui, non, mais c'est bien, on parle bien des consommations, à la limite, peu importe le coût du kilowattheure hein, dans la facture, dans le décret tertiaire, on s'intéresse bien au kilowattheure d'énergie finale et pas à la quantité d'euros qu'on dépense dans la facture. Alors, je vois qu'il y a des participants qui font partie du supérieur. Qu'en est-il des universités notamment? Donc voilà, on en a un certain nombre, universités catholiques. Je pense qu'elles sont soumises comme les autres établissements scolaires, voilà, ces bâtiments tertiaires. Voilà, tous les bâtiments tertiaires, donc les universités bien sûr, les bâtiments publics, les bâtiments privés, tout le monde est concerné. Donc voilà, je regarde si on n'a pas omis de questions. Je pense qu'on a fait le tour. On est dans le timing. Donc à savoir si vous avez des questions complémentaires, il se peut que voilà, on a balayé rapidement les questions que vous nous avez adressées. Il se peut qu'il y en ait d'autres qui arrivent entre-temps. Donc il ne faut pas hésiter à nous les relayer à la FNOGEC. Donc vous avez les adresses mail, donc vous avez la mienne notamment sur le site de la FNOGEC et on retravaillera donc avec nos partenaires du CEREMA et de l'IFPEP pour vous répondre. Donc pour conclure en fait, vous avez bien vu qu'on est soumis à des obligations et qu'il faut rentrer en ligne de marche en fait pour atteindre ces diminutions de consommation d'énergie en 2030. On va devoir rendre des comptes à travers la plateforme Opérate, donc on ne va pas pouvoir passer à travers les mailles du filet. C'est vrai que le concours QBES peut être un bon accompagnement, notamment pour mobiliser l'ensemble des équipes éducatives et essayer d'arriver à des performances énergétiques de manière ludique avec un accompagnement. Donc voilà, le petit plus, c'est de bénéficier d'un accompagnement pour vous aider à mettre en place des différentes actions au sein de votre établissement. Vous êtes nombreux à partir dans ces économies d'énergie, mais voilà, il va falloir le faire. Il faut vraiment y réfléchir dès maintenant parce qu'effectivement, il y a des bonnes pratiques à mettre en œuvre, mais peut-être qu'il faudra nécessairement à un moment ou à un autre des investissements, donc ça se programme. Donc voilà, essayer de le planifier, de pouvoir les identifier pendant cette période où on a encore un petit peu de temps. Il faut éviter d'arriver comme en matière d'accessibilité, on avait l'impression que c'était demain. En 2015, on était en retard. Voilà, on n'est pas sûr que pour le sujet des économies d'énergie, on puisse bénéficier d'un peu plus de temps. Déjà, il y a eu un peu de report. Donc voilà, donc on ne peut que vous inciter à rentrer dans ces démarches et vraiment à ne pas hésiter à nous envoyer les questions qui resteraient en suspens suite à cette présentation. Cette présentation sera de toute façon disponible très rapidement sur la chaîne YouTube de la FNOGEC. Donc, il me reste juste à remercier les participants, donc Pascal Jean et Christelle Bonnet pour leur venue dans nos locaux. Voilà. Merci à tous, merci de nous avoir écoutés et puis bon courage pour vos économies d'énergie. Merci, au revoir. Merci.